Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir choisi TLR TV, votre partenaire média de l'information, et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. À la présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur, Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur mon plateau le docteur Bonaventure Mbaya, ancien ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, ancien maître assistant du CAMES. Avec lui, nous tenterons d'évoquer les questions liées aux nouveaux enjeux géopolitiques, géostratégiques en Afrique, mais aussi le cas Congo-Brazzaville dans cette nouvelle configuration. Bonjour Monsieur Bonaventure Mbaya et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Christian. En tout cas, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, Monsieur Bonaventure Mbaya, et c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir de nouveau sur notre plateau. C'est vrai que notre sujet portera sur les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique, mais cela ne nous empêche pas de commencer par la nouvelle géopolitique au Congo-Brazzaville depuis la dernière élection présidentielle. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle géopolitique où on a l'impression d'ailleurs, je dis bien l'impression, que l'opposition congolaise n'existe plus, sinon a probablement tout capitulé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une grosse préoccupation parce que déjà, je suis très honoré de pouvoir participer à cette émission qui est très importante. J'interviens ici déjà en tant que coordonnateur pour l'Afrique centrale de notre réseau international. La situation, c'est que les dirigeants des pays africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, ils sont presque pour la plupart devenus comme des dirigeants ethnocentristes. Ce ne sont pas des démocrates. Ils ont peur de perdre le pouvoir et que ce soit d'autres groupes ethniques qui prennent le pouvoir à leur place. Oui, Monsieur Bonaventure Mbaya, je sais que vous êtes un vieux routier de la politique congolaise. Quelles sont réellement les chances de réussite d'Anatole Koliné-Makosso avec son programme? Ce gouvernement, il a perdu un peu sa crédibilité parce qu'on a reconduit dans cette équipe gouvernementale des ministres qui étaient déjà, je dirais, mal appréciés avant. Le président Sassou, même s'il a fait un hold-up électoral, même si il apparaissait assez clairement que beaucoup de gens avaient voté plutôt par Faye Kolela, même les militaires qui avaient voté et avant les civils, ils ont quand même voté par Faye Kolela. Mais par Faye Kolela étant mort, le président Sassou est resté en place, mais il n'a pas fait, et on ne le voit pas en train de fonctionner dans le sens de ce qu'on avait proposé, c'est-à-dire refaire l'unité nationale en reconsolidant la concorde nationale. La concorde nationale, ça veut dire prendre en compte ce que même les gens de l'opposition peuvent proposer à ceux qui sont au pouvoir. Or, quand le pouvoir refuse les propositions qui lui sont faites par ses opposants, eh bien, ça devient un pouvoir dictatorial, ça devient un pouvoir autocratique. Et ça l'image de notre pays. Évidemment, lorsque vous parlez des élections qui auraient été remportées par Guy Brice Parfait Kolela, vous faites allusion à quel genre de résultats comme ça? Quelles sont les informations, les éléments qui vous permettent d'apprécier cela? Non, mais ce qui me permettait d'apprécier cela, j'ai vu seulement comment les campagnes ont été menées et comment beaucoup de gens se sont mis autour aussi bien de Parfait Kolela que du président Sassou Nguesso. Donc, il y avait vraiment un affrontement bipolaire. L'affrontement bipolaire et malheureusement. Les résultats qui sont sortis, beaucoup de gens les ont contestés. Les résultats qui ont été publiés, beaucoup de gens les ont contestés et ça a failli créer des incidents dans le pays. Heureusement que les gens sont restés un peu calmes dans le pays. Mais il faut qu'on essaye de corriger cela maintenant. Et pour corriger cela, il faut aller vers un dialogue national et transformer le mandat actuel en une transition.
Alors, docteur Bonaventure Mbaya, tout à l'heure vous avez dit, vous avez, enfin, c'est vous qui l'avez dit, hein, dans l'actuel gouvernement, ce que vous n'appréciez pas trop, c'est le fait d'avoir reconduit un bon nombre des ministres qui étaient mal appréciés dans le gouvernement précédent. Oui, qui était Mal mal apprécié appréciés, au mal niveau, appréciés, et c'est-à-dire, mal apprécié aussi par nos partenaires, les partenaires stratégiques du Congo. Le Fonds monétaire et beaucoup d'autres grandes puissances trouvaient que certains membres du gouvernement de l'époque étaient impliqués dans la mauvaise gouvernance, étaient les acteurs de cette mauvaise gouvernance qui a été reprochée au Congo et qui a fait que le Congo a été en quelque sorte pénalisé par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. quand vous avez dit mauvaise gouvernance, vous faites allusion à quoi exactement? Parce que c'est tellement vague, mauvaise gouvernance, c'est-à-dire, Mais vous faites allusion au détournement, au la mauvaise procès. gouvernance, ça commence déjà par la démocratie. Quand la démocratie n'est pas respectée, au niveau politique, la gouvernance est mauvaise. Lorsque la gestion du pays est mal faite, la mauvaise gouvernance aussi, elle est là. Par exemple, c'est pas normal dans un pays comme le Congo, qui est un pays riche, parce qu'un pays pétrolier, que le pouvoir n'ait pas créé des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont pas trouvé du travail. Il y a beaucoup de diplômés qui sont sans emploi, qui ont atteint l'âge de la retraite sans avoir pu trouver des emplois. Il y a beaucoup de diplômés qui sont devenus des chauffeurs de bus, des chauffeurs de taxi, parce que l'État n'a pas créé des emplois pour les jeunes. Et ça a irrité les jeunes. Ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Ok, merci, docteur Bonaventure Mbaya. On va donc parler des nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique. En partant donc de la Centrafrique, ben, aujourd'hui, on semble nous dire que même le régime malien est en cours de signature des accords avec la Russie. Que vous inspire ce retour de la Russie en Afrique, notamment l'Afrique francophone qui a été longtemps considérée comme le précaré de la France? Disons que pour nous, au niveau de notre réseau international, lorsque nous avions tenu la réunion au Parlement européen à Bruxelles, nos amis européens nous avaient montré que la Russie n'était plus un adversaire de l'Union européenne comme c'était à l'époque de l'URSS. La Russie aujourd'hui est membre du Conseil européen. Donc, ce qui se passe pendant un temps, les Européens ont voulu resserrer les liens, la relation avec la Russie, parce que l'administration Trump aux États-Unis était anti-européenne et avait poussé la Grande-Bretagne au Brexit. Donc aujourd'hui, les Russes eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas la Russie qui est en train d'organiser un peu ce qui se passe sur le continent africain, mais c'est plutôt les gens de la mafia russe. Beaucoup de dirigeants africains sont en contact plutôt avec les gens de la mafia russe ou de la mafia chinoise, et c'est pour cela que la Chine n'a pas voulu reconnaître aussi la dette du Congo. La dette n'a pas voulu reconnaître la dette du Congo vis-à-vis de la Chine. Et ça, c'est les réseaux internationaux qui nous racontent cela. Monsieur Bonaventure Mbaya, est-ce qu'on peut on peut rester un peu un instant là-dessus, sur ce point? Vous avez dit, ce sont plutôt les mafias qui traitent avec certaines puissances, et vous avez même dit la conséquence, c'est que la Chine n'a pas voulu reconnaître la dette du Congo. Cela veut dire quoi? Que sont les mafieux congolais qui ont traité avec la Chine et non pas l'État congolais? Mais c'est pour ça que la Chine n'a pas voulu reconnaître ce qu'on lui reprochait, que le Congo lui devait beaucoup d'argent. Nous, au niveau de notre réseau, on nous a expliqué cela comme cela. Et déjà, quand on prend par exemple le cas de la Russie est un allié de l'Union européenne, par exemple dans la crise libyenne. Ils sont contre les Turcs. Donc déjà, si pour la crise libyenne, les Russes sont avec les Européens ensemble, en train de soutenir
le maréchal Haftar. Ceux qui soutiennent les autres, ce sont les Turcs. Et ces gens-là, ces grandes puissances, donc la Russie et les Européens, ils peuvent s'entendre facilement si nous, les Africains, nous leur demandons, nous leur disons que nous sommes d'accord de vous avoir comme partenaires tous, mais cessez de vous affronter sur le continent africain. Voici les conditions que nous vous proposons pour un partenariat avec l'Afrique qui vous concernera tous, qui peut concerner toutes les puissances. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avec nos amis du Portugal, avec Antonio Guterres et les autres, nous avions proposé que, effectivement, avec le Premier ministre de la Suède, qui est aussi membre de notre réseau international, M. Stefan Löfven, nous a reçus aussi en réunion à Stockholm. Et nous avions donc convenu avec nos amis européens qu'il faudra envisager une nouvelle coopération Europe-Afrique. Et j'avais été interviewé dans le journal Valeurs Actuelles en France. Je pourrais vous envoyer, et nous étions 3 personnes, 3 Africains qui avons été interviewés dans ce numéro spécial de Valeurs Actuelles qui était sur l'avenir de l'Afrique. Il y avait le président Henri Konan Bédié, il y avait Denis Mukwege, celui qui a le prix Nobel de la paix en RDC, le médecin, et il y avait moi, et où nous avions montré que les Africains pouvaient envisager leur avenir dans une nouvelle coopération avec les Européens, une coopération qui sera gagnant-gagnant. Ça veut dire que les Africains doivent aussi développer leurs entreprises, leurs hommes d'affaires dans les mêmes domaines où les colonisateurs utilisaient leurs sociétés, leurs entreprises à eux pour venir s'enrichir sur le continent africain seulement. Nous avons tenu des réunions avec le MEDEF à Lyon, en France, avec le CIAN, le Conseil français des investisseurs pour l'Afrique noire, et tout ce monde-là est d'accord pour envisager une nouvelle coopération qui doit être une coopération gagnant-gagnant, mais ça veut dire que nous, les Africains, nous devons aussi nous organiser pour que nous ayons aussi des entreprises africaines qui vont devenir les partenaires des entreprises européennes. Comment le Congo peut-il profiter de ces nouvelles mutations en Afrique? En faisant quoi exactement? Nous avions proposé, en tout cas moi j'ai fait cette proposition-là au pouvoir actuel, parce que c'était une recommandation que j'avais reçue de notre réseau international. Il fallait que les pays africains de l'Afrique centrale adoptent le principe de dialogue national inclusif. Et c'est dans ces dialogues nationaux inclusifs qu'on allait aborder, qu'on allait inscrire à l'ordre du jour l'avenir de l'Afrique centrale par rapport à ce 3e millénaire. Monsieur Bonaventure Baya, vous avez dit que vous avez fait une proposition en appelant bien entendu, comme d'autres opposants politiques d'ailleurs, à un dialogue national inclusif. Quelle a été la réaction du pouvoir en place, du régime en place? Le pouvoir en place n'a pas accepté officiellement l'idée du dialogue. Même si dans leur constitution qu'ils avaient imposée en 2015, qui avait permis au président de se représenter dans un mandat qui n'était pas constitutionnel par rapport à l'ancienne constitution, dans cette nouvelle constitution de 2015, ils avaient prévu une commission du dialogue national. Cette institution constitutionnelle qui devait gérer désormais les dialogues nationaux dans le pays, ils avaient confié la gestion de cette commission à M. Martin Berry, l'ancien ministre Martin Berry, l'avocat Martin Berry, mais cette commission n'a jamais fonctionné correctement et du coup, le dialogue n'a jamais été envisagé ici au Congo jusqu'à présent. En tant que coordonnateur sous-régional de l'Afrique centrale, j'ai visité la plupart des pays et quand la dernière fois, le président Idriss Déby m'a reçu à N'Djamena 2 jours avant sa mort, nous en avions parlé. Le président Idriss Déby, qui venait de gagner l'élection présidentielle, avait prévu faire son investiture seulement au mois d'août prochain et organiser le dialogue national avant
son investiture. On avait proposé la même chose également en RDC. Le président Félix Tshisekedi a fait la même chose. Ils ont adopté le principe de l'union sacrée de la nation. C'est cette idée de l'union sacrée de la nation que nous avons proposée aussi au président de la Centrafrique, Faustin Touadéra. Parce que là-bas aussi, les grandes puissances sont en train de s'affronter en utilisant leurs partenaires locaux. Les groupes armés qui sont en train de s'affronter là-bas sont en quelque sorte entretenus ou soutenus par des grandes puissances qui veulent prendre le contrôle de l'Afrique centrale. Et nous, les ressortissants de l'Afrique centrale, quand nous avons suggéré les dialogues inclusifs, nous l'avons proposé également en Guinée équatoriale, chez Obiang Nguema, nous l'avons proposé également au Gabon, chez Ali Bongo, nous l'avons proposé au Cameroun, où il y a actuellement la crise dans la zone anglophone. Tout cela, on a l'impression que les chefs d'État ne comprennent pas pourquoi il faut aller vers un dialogue national inclusif qui va permettre à l'Afrique centrale de prendre une position collective pour voir comment l'Afrique centrale, avec ses ressortissants et ses intellectuels, ses élites, entendent jouer le rôle que la communauté internationale veut lui faire jouer pendant ce troisième millénaire, d'habiter les États-Unis du troisième millénaire. Monsieur Bonaventure Mbaya, vous avez dit tout à l'heure, vous avez proposé des dialogues au Congo, au Gabon, vous avez parlé de la RDC, etc. Et vous avez d'ailleurs rencontré le maréchal Idriss Déby avant qu'il quitte cette terre des hommes. Lorsque vous avez proposé le dialogue, vous avez dit que le régime, s'il faut le dire ainsi, n'a pas mordu à votre proposition. Est-ce que on peut craindre, parce que ce qui est arrivé au Tchad, c'est un coup d'État, tout le monde le sait. Après, c'est le Mali, là-bas aussi c'est pratiquement le même type de régime, mais face par exemple à ce refus par exemple du régime de Brazzaville d'accéder par exemple à vos propositions, est-ce qu'on peut penser que finalement, comme qui dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets? On peut craindre qu'au Congo, évidemment, qu'on arrive, par exemple, à des cas, par exemple, du Mali, du Tchad et bien d'autres pays, qui aujourd'hui, finalement, ont sombré dans le régime des coups d'État. Oui, justement, il faut qu'on lutte pour que cela n'arrive pas. Et pour lutter pour que cela n'arrive pas, il faut que le pouvoir accepte l'idée du dialogue national inclusif. Parce que si cette histoire de coup d'État, comme ça se passe au Mali, arrive ici au Congo, ça va déclencher une guerre civile, ça va diviser le pays et ça risque de voir se créer des groupes armés dans tout le pays. Et à ce moment-là, vous, en tant que représentant du réseau, comme vous le dites, au niveau de l'Afrique centrale, quel mécanisme avez-vous pour, j'allais dire faire pression, mais pression, c'est pas le terme qu'il faut, pour faire entendre votre voix, par exemple, au niveau du Brazzaville, pour qu'évidemment les gens n'en arrivent pas à ce niveau-là? Oui, nous en avons parlé avec Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi est membre de notre réseau aussi. Il est actuellement le président en exercice de l'Union africaine. Félix a une mission de notre réseau actuellement, en tant que président en exercice de l'Union africaine, c'est de faire admettre au sommet des chefs d'État africains, à travers l'Union africaine, l'idée du dialogue national inclusif pour reconsolider la concorde nationale et renforcer l'unité nationale dans tous les pays africains. C'est ce que nous venons également de proposer chez nos amis de l'Éthiopie, où en Éthiopie, il y a déjà une crise à cause de ce qui se passe dans le Tigré. Et nous avons ça aussi avec le retour de Laurent Gbagbo. Lorsque le président Alassane Ouattara m'a reçu à Abidjan et nous avons parlé ensemble, il était d'accord pour l'idée d'un dialogue qui devait entraîner la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons également parlé avec l'ancien président Henri Konan Bédié, qui m'a reçu chez lui à sa résidence. Nous avons mangé ensemble là-bas. Il est d'accord avec cette idée-là. Et Laurent Gbagbo, qui vient de rentrer, et avec qui nous sommes en contact aussi,
Ils sont tous d'accord là-bas pour un dialogue et ils attendent maintenant que le gouvernement engage ce dialogue-là. C'est la même idée que nous avons développée, par exemple, au Tchad, et Mahamat Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby, que j'avais rencontré, que son père m'avait présenté pendant que j'étais là-bas avec le directeur du cabinet. Mahamat Idriss Déby, qui est en train de diriger la transition là-bas, a accepté l'union sacrée de la nation, et c'est comme cela que dans le gouvernement qui est là-bas, il y a un gouvernement d'union de la nation, d'unité nationale. Et nous avions discuté pendant que j'étais là-bas, avec les membres de l'opposition là-bas, avec Saleh Kedzabo, avec Mahamat Alabo, qui est maintenant le ministre de la Justice là-bas, et eux aussi, ils ont accepté l'idée du dialogue national inclusif et l'idée de l'union sacrée de la nation. Il faut que nous, au Congo ici, que le président Sassou accepte cette idée de l'union sacrée de la nation, que j'ai abordé d'ailleurs aussi, parce que le Premier ministre Koliné Makosso, Anatole, c'est un gars qui est quand même, qui a fait un bon discours, mais il ne faut pas que ce discours qu'il a présenté au Parlement ne puisse pas être exécuté, c'est-à-dire que les objectifs qu'il a défini, les 12 objectifs qu'il a retenus, les 12 points majeurs de son programme, il ne faut pas qu'on empêche de l'exécuter. Pour qu'il puisse exécuter et réaliser ces points, il faut que le pays puisse fonctionner dans un système démocratique où il n'y aura pas de rivalités qui vont en quelque sorte mettre en difficulté la concorde nationale. Pour profiter évidemment de ce troisième millénaire dont vous faites état, il faut bien que les pays se préparent, les États se préparent. Quelle est la voie que vous portez vers l'Occident, notamment à l'Union européenne, et que leur dites-vous par exemple par rapport à ces crises? Parce qu'on sait bien qu'elles sont instrumentalisées depuis l'Union européenne. Nous avons proposé à l'Union européenne avec les Antonio Guterres, nous leur avions proposé qu'il fallait que désormais les chefs d'État européens puissent s'entretenir régulièrement avec le président Poutine. Et vous avez vu que beaucoup de chefs d'État européens vont visiter Poutine à Moscou. Macron y a été il n'y a pas longtemps. Et Poutine est en train de fonctionner comme l'une des puissances les plus importantes de l'Europe, qui peut remplacer les États-Unis, comme ça a failli arriver lorsque les États-Unis étaient dirigés par Trump. Et Joe Biden, qui est membre de notre réseau international. Donc, Joe Biden, qui est devenu maintenant le président des États-Unis, est en train d'améliorer les relations avec la Russie, d'améliorer les relations avec un certain nombre de grandes puissances pour aller vers cette formule que nous avons proposée, qui est la formule qui va permettre à toutes les grandes puissances de se réunir au cours d'une conférence internationale sur l'action qu'ils devront mener de manière consensuelle sur le continent africain qu'ils ont choisi comme continent à partir duquel sera gouverné, sera géré le troisième millénaire. C'est ce qui est décidé un peu au niveau des grandes puissances, parce que le troisième millénaire, d'après notre réseau international à nous, le troisième millénaire va être géré et dirigé à partir du continent africain. Et sur le continent africain, c'est la sous-région de l'Afrique centrale qui a été choisie, parce que c'est cette sous-région qui est le site du bassin du Congo, le deuxième bassin écologique de la planète. Et donc, par rapport à cette vision, à cette idée de faire de l'Afrique centrale le site sur lequel devra se transformer la sous-région en États-Unis du bassin du Congo, ça sera ces États-Unis du troisième millénaire qui vont jouer le même rôle que les États-Unis d'Amérique a joué pendant le deuxième millénaire. Et pour cela, les grandes puissances sont en train de se rivaliser dans cette sous-région pour prendre le contrôle de cette sous-région, comme les anglo-saxons et les Français et les autres, les Espagnols et les Portugais se sont rivalisés pendant le deuxième millénaire pour prendre le contrôle des États-Unis d'Amérique. Et finalement, nous avons vu que la France était obligée
de s'installer au Canada et les autres pays européens, notamment le Portugal et l'Espagne, ont été obligés d'occuper l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Actuellement, c'est ce jeu-là qui est en train de se dérouler sur le continent africain. Les anciennes puissances coloniales, notamment la France, la Belgique, le Portugal, l'Angleterre, qui ont eu des colonies sur le continent africain, sont en train de fonctionner au nom de l'Union européenne pour essayer de garder le contrôle de cette sous-région de l'Afrique centrale et même du continent, pour pouvoir, le continent qui a été choisi pour servir de continent pour la gouvernance et la gestion du troisième millénaire. Donc, à partir de cela, les grandes puissances qui n'avaient pas de position, je dirais, de monopole dans les pays africains, sont en train de vouloir s'installer sur le continent africain. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui comment la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie sont en train de vouloir s'installer sur le continent africain comme des puissances qui vont remplacer les pays qui ont colonisé le continent africain. Et face à cela, nous voyons comment les sous-régions sont en train de se déstabiliser. Et ce qui se passe actuellement, c'est que chaque grande puissance essaie d'activer ses propres partisans pour affronter les partisans des puissances adversaires. C'est encore pour se partager l'Afrique ou bien à ce moment-là, c'est pour faire gagner l'Afrique? Non, ils ne pourront plus se partager l'Afrique, ça nous l'avons dit au cours de la réunion là-bas, parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'a plus le même profil que l'Afrique du deuxième millénaire, du 14e siècle ou du 15e siècle. Au 15e siècle, l'Afrique n'avait pas de grandes villes, l'Afrique n'avait pas des intellectuels de haut niveau, l'Afrique n'était pas développée. L'Afrique d'aujourd'hui a des intellectuels de très haut niveau. Certains sont même plus instruits que même les intellectuels européens. Et les intellectuels africains d'aujourd'hui comprennent ce que sont les enjeux internationaux. Les Africains d'aujourd'hui ont cessé d'être des nationalistes fumeux, ignorant les enjeux internationaux. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces intellectuels africains sont compris par leur gouvernement, par exemple? Pour ne prendre que le cas du Congo. Dans le cas du Congo, c'est parce que il y a beaucoup de régimes africains qui étaient encore gérés par la France-Afrique. Or, la nouvelle gouvernance qui s'impose aujourd'hui en Afrique doit mettre fin à la France-Afrique que nous avons connue, qui a été la coopération post-coloniale. Et qui existe toujours. Mais qui existe toujours parce que les textes qui avaient été signés par les premiers chefs d'État africains au moment des indépendances et qui avaient favorisé la mise en place de la France-Afrique, ces premiers textes ont une validité juridique d'un siècle. Comme il avait été signé en 1960, il va terminer sa validité juridique en 2060. Et donc, il faut que nous, les Africains, on commence déjà à réfléchir pour discuter avec nos amis européens quelle devra être la prochaine coopération Europe-Afrique. Nous avons déjà commencé à travailler dessus. Oui, vous avez commencé à travailler dessus, vous parlez de 2060, et tout à l'heure je vous posais une question expressément pour savoir quel apport finalement de ces intellectuels africains qui malheureusement ne sont pas compris par leur gouvernement. Pendant que vous êtes en train de réfléchir là-dessus, je crois que l'Europe, pour ne pas dire l'Union européenne aussi, en train toujours de réfléchir, mais jamais ne lâchera. C'est ce qui apparaît un peu, dans un premier temps, ne lâchera pas l'Afrique. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui sur la question, par exemple, monétaire, et on voit bien comment le premier partenaire, évidemment, qui est la France, n'entend pas lâcher, par exemple, au niveau du franc CFA. Et il y a toujours ces tractations, il y a toujours cette manipulation. Mais ça sera aussi, il y aura une monnaie africaine. Les Européens ne sont pas opposés à cela parce que de toutes les façons, même si l'Afrique doit faire sa propre monnaie, il faut que cette monnaie soit validée par la communauté internationale. Sinon, si elle n'est pas validée, ça sera une monnaie seulement fictive
qui va ressembler aux monnaies que les pays africains ont voulu créer elles-mêmes. Oui, mais Quand c'est on qui prend la les monnaies communauté? du Nigeria, on prend les monnaies de l'Angola, on prend les monnaies de la Guinée, tous les pays qui avaient essayé de faire des monnaies pour essayer de confirmer leur indépendance, eh bien, ces monnaies n'avaient pas été en quelque sorte validées par la communauté internationale. Les monnaies se sont effondrées. Donc déjà, cette idée de créer une monnaie africaine va appeler une négociation avec les grandes puissances qui gèrent les monnaies de la planète, donc le dollar, l'euro, pour voir quel va être comment va se faire la connexion et l'échange entre la monnaie africaine et les monnaies qui gèrent la communauté internationale. Et c'est quoi ce que vous appelez cette communauté internationale? Quel est donc finalement le poids de l'Afrique dans cette communauté internationale? Parce qu'on a l'impression que nous subissons toujours l'influence de l'Occident, des États-Unis. L'Afrique n'a jamais un mot là-dessus. Elle attend tout des autres. Oui, nous subissons cette influence et nous apparaissons comme si nous étions seulement des observateurs au sein de la communauté internationale parce que le continent africain n'est pas encore développé comme les grandes puissances en question et le continent africain a été utilisé pendant trop longtemps comme le continent qui pouvait pourvoir des matières premières aux grandes puissances. Notre partie de l'histoire, depuis la colonisation jusque dans ce premier centenaire des indépendances, les pays africains ont continué à être utilisés par les grandes puissances comme des terrains où il y avait des matières premières qu'il fallait exploiter et qu'il fallait aller transformer dans les pays et dans ces grandes puissances-là. Aujourd'hui, l'Afrique, dans la perspective de ce troisième millénaire, doit devenir un continent qui doit, en quelque sorte, engager son développement. C'est pour cela que nous avions décidé, lors de notre réunion à Lisbonne, qu'on doit créer une conférence avec une organisation internationale pour le développement de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit développée en utilisant un peu les mêmes principes qui avaient permis à l'Europe et aux grandes puissances que nous connaissons aujourd'hui de faire leur développement. Oui, évidemment, ça sera donc la toute dernière question. On a l'impression que l'Afrique va, chacun des pays prend sa direction, elle se divise de plus en plus, et vous pensez que de cette manière, l'Afrique est vraiment prête à affronter le millénaire dont vous parlez? Mais les problèmes qu'il y a sur le continent... Est-ce que vous croyez, pardon, permettez-moi, est-ce que vous croyez en une, comme qui dirait, à l'Union africaine, telle que l'avaient pensé les pères africains, c'est-à-dire constituer une seule communauté? On doit aller vers ça, et pour aller vers ça, il faut que dans chaque pays, l'idée de la nation devienne une réalité. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, les pays de l'Afrique noire, la nation n'est pas encore consolidée parce que la plupart des pouvoirs en place ont tendance à devenir des pouvoirs ethniques. Et ça casse l'union sacrée, l'unité nationale. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà qu'on puisse avoir une gouvernance qui va s'appuyer sur la concorde nationale, c'est-à-dire de prendre en compte les avis de toutes les composantes de la nation quand vous voulez gouverner, quand vous voulez prendre une décision en tant que gouverneur du pays. Il faut prendre en compte ce que pensent les autres composantes de la nation et ne pas faire croire que celui qui est président, c'est son ethnie qui va devenir hégémonique par rapport aux autres ethnies du pays. C'est ça qui crée le tribalisme, c'est ça qui crée l'ethnocentrisme. Alors, comment faire pour combattre cela? Pour combattre cela, il faut justement que l'union sacrée de la nation devienne une espèce de principe institutionnel. Il faudrait aussi que l'unité nationale puisse être respectée en faisant en sorte que celui qui est au pouvoir ne favorise pas seulement ceux qui sont du même village que lui ou ceux qui sont de la même ethnie que lui, mais qu'il puisse également regarder dans les autres composantes de la nation quels sont les cadres qui peuvent être avec lui
dans une gouvernance avec un projet national qui puisse concerner, qui puisse intéresser toutes les régions du pays et toutes les ethnies du pays. C'est ça qu'il faut modifier, qu'il faut apporter comme modification dans la gouvernance de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. En tout cas, merci beaucoup, docteur Bonaventure Mbaya, d'avoir répondu à toutes nos questions, à moins que vous ayez une dernière préoccupation qui sera bien entendu aussi votre mot de la fin. Oui, eh bien, disons que le mot de la fin que je peux donner aujourd'hui, c'est de réitérer un peu ce que je viens de dire et que je réitère cela chez les dirigeants de l'Afrique centrale qui me connaissent, que j'ai déjà rencontrés. Il faut que l'Afrique centrale évite le risque de connaître la même situation, la même crise que celle qui a perturbé le G5 Sahel. Alors pour cela, l'intégration sous-régionale. L'Afrique centrale, pour le moment, n'a pas encore exécuté l'intégration sous-régionale qui avait été décidée par l'Union africaine et que l'Afrique de l'Ouest a déjà entériné. Le Maghreb aussi a entériné l'intégration sous-régionale. L'Afrique centrale doit faire l'intégration sous-régionale qui va décider l'abolition des frontières et la libre circulation des personnes et des biens de la sous-région avec un passeport commun, avec une carte d'identité commune des citoyens de la sous-région, ce qui se fait aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bonaventure Mbaya, et c'est donc la fin de cette émission. Nous reviendrons toujours vers vous quand il s'agira bien sûr de décrypter d'autres questions, pourquoi pas l'actualité sociopolitique du Congo Brazzaville qui vous tient souvent à cœur. Quant à vous, chers internautes, ça a été aussi un grand plaisir pour moi de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez donc branchés sur votre canal TLR TV, votre partenaire média de l'information à la source. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Merci.